Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent, le Mipal Vert. Et Anthony des Jeux des Livres. On est tous les deux sur Instagram, mais le lundi soir à 20h, c'est le débrief ludique où sur Twitch, ensemble pendant à peu près 1 heure, eh bien, on va parler des jeux de société auxquels nous avons joué. Et le principe, c'est qu'on vous donne notre avis, notre ressenti, nos sensations. Et on va sur MyLudo pour voir la fiche de chaque jeu dont on va vous parler pour vous donner les informations nécessaires. Alors, et ce premier jeu, normalement, on vous montre les boîtes de jeux, sauf que là, ce premier jeu, eh bien, nous n'avons pas le jeu, puisque nous avons joué grâce à Nancy, donc qui est sur Instagram, c'est Ninzy Dice. Allez regarder un petit peu son profil. Et ce, donc, premier jeu, c'est Viva Katrina. Si. Voilà, alors, la Fiesta de los Muertos. Oui, on est en plein Fiesta de los Muertos avec Viva Katrina. Donc, on est au Mexique. On est au Mexique et on fête les morts. Il se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 30 minutes, c'est à peu près ça. Ça se joue quand même relativement assez rapidement, on y a joué à 4. Il est sorti à la mi-octobre aux alentours de 28€. C'est un jeu donc qui est édité chez les Flying Games. C'est un jeu de Frédéric Boule et Grégory Grard, illustré par Jérémy Fleury. Et avec Alison Machepi, au graphisme et distribué en français par BlackRock. Bon, déjà la boîte est superbe. Alors c'est du Jérémy Fleury, donc effectivement au niveau des illustrations, on est servi. Ça flash. Il n'y a aucun problème. C'est toujours un chouette travail. Donc, en tout cas, nous, on aime bien le travail d'illustration de Jérémy Fleury. Et ce qu'on aime bien aussi, c'est Grégory Grard, parce que cet auteur qui est maintenant un petit peu, on va dire, prolifique, même si c'est presque limite péjoratif, alors que non, parce qu'il fait pas mal de jeux depuis 2 ans maintenant, et on aime bien en fait les mécaniques qu'il nous propose, et principalement du jeu de pose de tuiles, puisque Viva Katrina en fait c'est ça, c'est un jeu de pose de tuiles, dans lequel on va tout simplement faire notre propre petit chemin de tuiles, qui pourrait ressembler un petit peu à ce style-là. Alors, les chemins, il y en a 2. Les chemins en pierre, qu'on voit ici en violet, et également les chemins de fleurs, qu'on voit en orange. Et donc, le but, c'est de créer le plus long chemin possible, ou en tout cas, que sur ce chemin de pierre, pour parler de celui-ci, on va aller prendre les tuiles qui sont sur le plateau central et on va créer notre chemin pour essayer, de la tuile principale de départ, de faire un chemin pour croiser en fait le plus d'éléments possible. Les types d'éléments, ça va être des personnages, ça va être également des ballons et ça va être également des espèces de marchés. Oui. On va pouvoir, entre guillemets, récolter des petites icônes. Et donc, chaque élément qu'on va compléter, enfin, en tout cas, qu'on va joindre dans notre chemin principal, ça va nous faire des scorings un petit peu différents. Celui du chemin des fleurs avec les papillons, c'est tout simplement 2 points par papillon qui seront connectés à la tuile principale. Donc c'est relativement très simple. On va choisir une tuile de disponible. Alors on ne peut choisir sur le plateau principal que des tuiles qui sont dans les coins. Donc on aura toujours aux extrémités. Donc on aura toujours, tant qu'il y en a, il y en aura toujours 4 de disponibles. Au fur et à mesure, peut-être que à la fin, il en reste une, voire 2. Et donc on va choisir une tuile, on peut pas prendre celles qui sont placées au centre pour l'instant, et on va s'arranger pour la positionner sur notre espace perso, pour justement, comme je disais, essayer avec ce chemin de pierre, essayer de croiser le plus de ballons possible, ou le plus de marchés divers, ou alors le plus de personnages, et chaque petit élément va avoir un scoring particulier. On va avoir également ces tuiles là comme ça qu'on va pouvoir positionner sur les estrades, voilà. C'est les éléments qu'on voit en jaune. Si on arrive à faire un carré, on va pouvoir positionner une petite sculpture, une petite chimère. Et si on arrive à faire un grand rectangle, on va pouvoir poser la plus grande chimère qui va nous rapporter un petit peu plus de points. Donc c'est très simple. Chouette puzzle.
Ouais, oui, c'est pas mal. Alors, moi, j'avais pas été spécialement hypé. Alors, même si la boîte de jeu, forcément, donne très très envie, j'étais resté un petit peu sceptique sur les visuels du plateau de jeu et des tuiles. Mais en même temps, une fois qu'on y a joué, ben, je me dis, ben en fait, c'est ultra. Ça marche très bien. C'est ultra lisible en fait. C'est clair. Il y a pas de questions à se poser en fait quand on joue. On sait très bien, ben voilà, ça, je sais que les ballons, il faut que j'en ai au moins 3 dans mon chemin, voire jusqu'à 6. Les personnages, ben, plus j'en ai, plus ça compte de points. Il va falloir que j'essaye donc de relier tout ça pour que ça soit tous au chemin reliés, en tout cas à ma tuile centrale. Voilà. Donc c'est ultra simple et ça marche plutôt pas mal en fait. On a passé un bon moment. Je pense que j'y rejouerai. Oui. Ah oui, avec plaisir. Avec plaisir. Ouais, ça marche très très bien. Tous ces petits scoring à optimiser, voilà, c'est toujours hyper agréable en fait ces tableaux building. Et un multiple scoring, moi j'aime beaucoup. Ouais. Et c'est un petit casse-tête, tu prends vraiment au jeu. Et en fait, tu vas pas pouvoir faire tout. Non. Tu vas pas pouvoir scorer sur tout. Ouais. Au bout d'un moment, eh bien, il va falloir faire des choix et dire bon, tant pis. Par exemple, je sais pas, les ballons jaunes. Je vois que mes adversaires en ont pris plus que moi. Du coup, ils ont pris les tuiles qui rapportent le plus de points. Bon, je vais pas peut-être chercher à faire plus de ballons jaunes que ce que j'ai déjà. Ça sera le hasard au pire. Mais je vais essayer de me concentrer plus sur un autre élément qui va me permettre de marquer plus de points. Voilà pour Viva Katrina, qui est un chouette jeu familial, donc à partir de 8 ans. Ça marche. Oui, ça marche très bien. Ça marche plutôt pas mal. Ouais. Alors, en suivant, on pourrait rester également dans les contes ou dans les histoires avec Alice de l'autre côté du miroir. Qui est sorti donc, qui va sortir le 28 novembre aux alentours d'une vingtaine d'euros et se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 30 minutes. C'est même peut-être un petit peu plus rapide, j'ai envie de dire. En tout cas, nous, quand on y a joué à 2, mais comme c'est simultané, je pense que ça peut se jouer beaucoup plus rapidement que ça. C'est assez nerveux, finalement. Oui, ouais. C'est un jeu de Christine Alcouf et Ludovic Maublanc et distribué par BlackRock. C'est un jeu édité par les Lumberjacks. Christine Alcouf qui fait aussi bien autrice que illustratrice. Ouais. Effectivement. Et c'est très joliment illustré. Oui. Très, 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 très belle couverture pastel avec une espèce de fond. Un fond un peu métallisé qui fait un peu miroir. Ouais. Un très chouette choix, un parti pris graphique, une Alice brunette. C'est très, très intéressant. Ça change de Alice au Pays des Merveilles qu'on a toujours l'habitude de voir à blonde. C'est très bien. Et là, elle est brune avec les cheveux courts. Très intéressant. Alors, Alice de l'autre côté du miroir, c'est quoi ? Eh bien, c'est un flip and write. Donc déjà, hop, on peut dire que de notre côté, ça coche. Oui, ça coche. Parce qu'on tout ce qu'on aime. On aime bien ça. Ouais. Et j'ai été très surpris en fait on va dire de l'accessibilité et de la simplicité du jeu, tout en gardant quand même une réflexion intéressante. C'est pas bête en fait. C'est très intéressant. Ouais. Donc la mécanique principale, c'est le joueur actif va retourner une des 3 tuiles qui est disponible. Sur ces tuiles-là, on voit donc uniquement un côté, et ce qui indique en fait la possibilité d'une forme sur l'autre côté, que ce soit cette forme ou cette forme à cocher. On la révèle, une fois que tout le monde a pris connaissance de la tuile à cocher, et bien tous les joueurs en simultané vont faire la forme qui a été révélée sur sa feuille. Tout simplement en respectant évidemment les formes qui sont déjà, on va dire, un peu pré-imprimées sur la feuille. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de cocher sur les buissons, c'est-à-dire les carrés vert foncé. Il faut respecter aussi de l'adjacence de croix déjà cochées. Voilà, donc on part avec 4 cases de cocher au centre de notre feuille. Et par exemple, si on avait la forme du L, comme ça, eh bien on va devoir faire une forme de L. Alors elle peut être tournée dans tous les sens, même en effet miroir, mais il faut qu'elle soit adjacente à une croix déjà cochée. Et donc on va pouvoir s'agrandir au fur et à mesure, on va pouvoir cocher comme vous voyez plein de petites choses, des petits bonus qui vont nous permettre de un petit peu
S'en sortir avec les formes. Voilà, c'est-à-dire qu'on va pouvoir soit les agrandir, soit les diminuer. Hein, un petit peu comme dans Alice qui mange ou qui boit. Eat me or drink me. Ça fait grandir ou ça fait rapetir. Donc voilà. Il y a plein de petits trucs, mais qui sont ultra simples à comprendre. Et ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que à partir du moment où vous allez cocher un miroir, qui est au centre de la table du goûter, hein, pour le thé, pour le thé, eh bien on va passer de l'autre côté du miroir. D'où le titre. Et à ce moment-là, on va retourner notre feuille. Et de l'autre côté de la feuille, eh bien, il y a un autre scoring différent. Donc, qui va reprendre un petit peu le même principe, hein, avec des bonus à cocher, qui vont nous permettre de un petit peu avoir un petit peu plus de contrôle sur les formes qui vont être tirées, mais également un système de scoring qui va être de plus en plus important en fonction. Soit on va cocher des théières qui vont nous rapporter des petits bonus ici comme ça qu'on va pouvoir les dépenser, soit des points, soit un peu moins de points mais des effets définitifs, hein, pour toujours encore apporter un petit peu plus de contrôle à un flip and write. Les hérissons et les flamants roses, ce sont des cases qu'on va pouvoir cocher, puisque une fois que la partie est terminée, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a utilisé toutes les cartes, et bien à ce moment-là, on va passer au scoring. Et c'est dommage. Tu peux peut-être nous montrer une feuille. Il y a pas de photo. Non, il n'y a pas de photo. Donc on va vous montrer une feuille. Et ce qui est rigolo, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que une fois que la partie donc est terminée, eh bien on va prendre notre feuille. Alors je vais regarder où je suis, comme ça, voilà. Même donc là, grand, voilà, grand. on a ça, ouais, peut-être en grand, ça sera mieux. Allez, en grand. Hop. Donc voilà, vous voyez, là on a fait les croix, on a tout utilisé, on a même pu cocher en fait de l'autre côté. Si à chaque fois on coche un miroir, hop, on tourne la feuille. Une fois qu'on a terminé, eh bien tout simplement, on va plier la feuille. Et là, à ce moment-là, eh bien on va pouvoir compter nos points de victoire. Et là, il faut équilibrer, en fait. Et là, alors, la zone centrale, effectivement, il va falloir équilibrer. Là, par exemple, le duo que j'ai, c'est 20 points. Donc, sur cette partie-là, je vais marquer 20 points. Après, j'ai ici, ça va être le nombre de tables complètes que j'ai pu compléter dans les zones, hein, dans les 4 zones. Ici, justement, c'est les théières que j'aurais pu dépenser pour gagner les cartes, hein, ou avec les pouvoirs. Et on a également en bas avec les roses. C'est un multiplicateur suivant le nombre de roses que j'ai coché. Bien, je vais multiplier d'un côté et de l'autre, ouais, de la feuille. Voilà. Et donc tout simplement, eh bien après, on compte et on fait le total. Voilà. Donc il va falloir équilibrer effectivement entre les deux feuilles pour essayer de marquer le plus de points possible. Moi, j'avais jamais vu ça. Alors dans un jeu à cocher avec des feuilles complies, moi peut-être, mais un jeu qui s'appelle Hop, c'est plié par exemple, on ne l'a jamais joué, mais je sais que ça prenait ce principe de je ne sais pas, je connais pas, on n'y a pas joué. Non, on peut pas trop comparer, mais enfin moi j'avais jamais joué avant. Voilà. Et donc en fait c'est très cool parce que c'est très simple, c'est très accessible en fait, mais voilà, c'est ce petit côté un petit peu astucieux de retourner la feuille pour essayer d'équilibrer un petit peu les scorings des deux côtés de la feuille pour marquer bien tout simplement le plus de points possible. Voilà donc pour Alice de l'autre côté du miroir. Donc je l'ai dit, voilà, ça sort à la fin du mois de novembre aux alentours de 20 €. Tout à fait. Partons au musée. Nous allons au Prado. Pas n'importe lequel, un musée. Ouais. Un des plus beaux musées du monde. Carrément. Ah oui, monde. Oui. Ok. À la richesse de ses œuvres. Donc nous sommes en Espagne. À Madrid. À Madrid, au musée du Prado. Et on va tenter de se rapprocher le plus près possible des œuvres pour pouvoir bien les prendre en photo. Clic-clac. Et comment ça va se dérouler? Tout simplement, c'est un système également qui est plutôt astucieux. C'est qu'on va avoir ce type de cartes comme ça. Ce sont des cartes transparentes. Ce sont des cartes personnages. Donc, en la mise en place, vous allez mettre des
des œuvres en fait qui vont être mises en jeu pour tout le monde, comme celle-ci par exemple. Et quand on va rentrer en jeu, eh bien suivant la popularité du tableau, on va mettre plus ou moins de personnages, en tout cas de feuilles transparentes dessus. Et il va falloir se positionner avec notre jeton appareil photo sur devant la salle en fait, devant l'œuvre, pour tenter de le prendre en photo. Mais tant qu'il y a des personnages qui sont mis devant, on va pas pouvoir les prendre en photo. Vous voyez, ce genre de personnages comme ça. Donc il va falloir bien utiliser des cartes. Ces cartes-là, bien en fait, les mêmes cartes. Ce sont exactement les mêmes cartes qu'on va avoir soit en main ou soit qu'on va pouvoir prendre sur les tableaux justement. Et bien, soit pour les prendre en main pour pouvoir les rejouer, parce que de l'autre côté des cartes transparentes, il y a des actions. Qui vont nous permettre donc de dégager les personnages ou de repiocher, enfin plein de petits trucs comme ça, mais relativement très simple. Une fois que j'ai enlevé tous les personnages en jouant mes cartes, grâce à mes cartes actions, grâce à mes cartes, à ces mêmes cartes, eh bien le tableau va être libéré, hein, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus personne, et à ce moment-là, automatiquement, je vais pouvoir prendre ma photo, c'est-à-dire que je vais récupérer la carte en fait, et je vais la garder pour moi. Une fois que j'ai fait ça, mon appareil photo, paf, il revient au milieu pour me redéplacer sur un tour suivant. Et alors ces œuvres-là, eh bien, vont, on le voit ici, me rapporter des points de victoire, mais également pas mal de symboles, puisque en début de partie, on va recevoir des objectifs. Ces objectifs, ça va être d'avoir un tel nombre d'œuvres de tel siècle ou d'œuvres de telle nationalité ou alors du type d'œuvre, soit historique, soit je sais plus exactement ce que c'est, historique, religieux, enfin des thématiques aux œuvres qui sont proposées. Et on va essayer donc justement de réaliser ces objectifs en fonction de ce qu'on a eu en début de partie. Voilà, alors on y a joué à 4, on y a rejoué à 2 également. Alors c'est un jeu qui est au final relativement très familial. Un 4 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ une trentaine de minutes, c'est bien simple. Ça. C'est sorti dès fin novembre, aux alentours d'une bonne vingtaine d'euros. Donc c'est chez Zacatrus, c'est un jeu de Julio Falagan et illustré par Patry de Blas. C'est un jeu dont je disais très familial parce que en fait, chose à rajouter, que c'est que Zacatrus donc a eu un partenariat avec le musée du Prado. Voilà. Donc les cartes sont très très intéressantes, très belles, et il y a un petit texte explicatif qui ne gâche rien. C'est ça, c'est que toutes les œuvres qui sont dans le jeu, en fait, ce sont les représentations des vraies œuvres qui sont présentées au musée du Prado. Il y a toujours derrière la carte, eh bien, l'explication, en tout cas, l'artiste, un petit historique, en tout cas, de l'œuvre. Il y a même un QR code que vous allez pouvoir scanner pour aller sur le site du musée pour avoir encore plus d'informations. Donc, pour voir l'œuvre un peu plus de meilleure qualité. Et c'est plutôt très intéressant en fait. Voilà. Et donc je disais, c'est que c'est un jeu qui est quand même relativement très familial, très accessible, puisqu'il est fait en collaboration avec le musée du Prado. Et c'est typiquement le genre de jeu qui peut se retrouver justement dans la boutique, j'imagine que c'est certainement le cas, dans la boutique du musée. Oui, pour que ce soit pour des non-joueurs en fait. Ouais, pour que ce soit accessible en tout cas à tout le monde, c'est-à-dire que c'est presque un souvenir un jeu souvenir quand tu vas faire ta visite au Prado, eh bien tu passes par la boutique et plutôt que d'acheter le catalogue des expos, eh bien tu peux acheter le jeu du musée. Avec le best-of des plus belles œuvres du Prado. C'est ça. Et donc voilà, je vous disais que on pourrait peut-être un petit peu, en tant que joueur confirmé ou en tout cas joueur initié, on pourrait peut-être passer un petit peu à côté du genre, bon, il n'y a pas trop d'enjeux puisque on ne s'est jamais vraiment gêné. Non, l'interaction est quasi inexistante, c'est-à-dire que en fait, si je veux photographier cette œuvre, eh bien mes adversaires, forcément, on a tous des objectifs différents, donc peut-être que l'œuvre que moi je veux, mes adversaires, ça ne va pas les intéresser, donc ils ne vont pas y aller. Il va y avoir quand même un petit peu d'interaction, c'est-à-dire qu'il y a des actions de cartes qui font
glisser d'autres cartes, d'autres personnages sur les tableaux adjacents, Oui. peut-être que ça va venir se positionner sur une carte mais que je ça, on voulais. le fait avec grand plaisir. Hein. Mais voilà, ça reste quand même... Pousser en fait des spectateurs du tableau que toi tu convoitais vers. Oui, Voilà. voilà. D'accord. Bon, ça reste quand même relativement une interaction Oui. assez légère, mais Pour que ce soit pas trop punitif. voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un jeu qui est très très accessible, qui est vraiment destiné au grand public et qui est vraiment typiquement sa place dans une boutique de musée, mais tout aussi bien dans une boutique de jeux. Bien sûr, Oui. je suis pas en train de dire du tout le contraire, mais en tant que joueur, un petit peu joueur quoi en fait, bon. Voilà, c'est peut-être un petit peu léger. C'est vraiment plus pour un petit peu l'immersion, en tout cas que le jeu nous propose, Oui. de justement Oui, un petit peu contemplatif, de pouvoir C'est un jeu visiter objet. le musée, Oui, c'est un jeu objet. de découvrir très joli. certaines œuvres. Et si jamais vous avez été au Prado, bien vous allez dire ah oui, ben ça je me rappelle effectivement. Voilà. Donc c'est un petit peu également dans ce sens-là. Voilà donc Prado chez Zacatrus. Pour le prochain jeu, Belahad, la contrée de la plume et de l'épée. Donc nous voilà en Perse médiévale. De 6 joueurs à partir de 14 ans, des parties d'environ 45 minutes. C'est à peu près ça. Oui, c'est à peu près ça. Il est sorti début novembre, aux alentours de 55 € quand même. Voyons vérifier Il y a cette... quand même un très beau matériel. Alors bon, sur le Doom par exemple, vous l'avez un peu moins de 50 €. C'est chez dans Panic Games, c'est Islima Games, l'éditeur original, c'est un éditeur iranien. C'est un jeu de... Ezan Nazra... Non, Zadeh. voilà, à peu près. Ouais. Pardon, Nazar désolé. Zadeh. J'ai pas les lunettes, donc je ne vois absolument pas grand-chose. Illustré par Davoud Niba. Diba, Ouais. Hamid Saed et Kamyar Nazirifar. Donc tous sont persans. Tu dis persan? Oui. Iranien, quoi. Oui. Pour rester effectivement dans le, ben oui, dans le thème. Voilà. Donc, on y a joué... à 4. On y a joué à 4, on y a rejoué à 2 également. Chaque joueur va incarner on va dire une faction, soit le peuple, soit le royaume. soit le royaume. Mais c'est plutôt la noblesse, on va dire, avec le vizir. Et j'ai oublié son nom. Ah, je ne sais pas du tout. Ah, mais tu sais, le royaume et le peuple. Voilà. Hein, en gros, c'est ça. C'est comme ça qu'on va jouer quand on va jouer à 2 ou à 4. C'est asymétrique, c'est-à-dire que on va jouer en équipe quand on joue à 4 et on va jouer l'un contre l'autre quand on joue à 2. Et chaque joueur donc va incarner soit l'un soit l'autre comme faction, on va dire, et c'est asymétrique. Tout simplement, c'est de recruter en fait des érudits pour nous faire marquer des points. Ça, c'est le but du jeu. Voilà, ouais. Le sultan. Et c'est ultra simple, ultra facile au niveau de la mécanique, puisque à notre tour de jeu, tout simplement, eh bien, on va jouer une carte et on va réaliser son action. Les actions, ça va être tout simplement de pouvoir, soit récolter des pièces, soit récolter des sceaux également, soit on va pouvoir également améliorer chaque tuile. Comme ça, on a 5 tuiles qui représentent donc la même faction, mais un personnage symbolique, de la Perse, le sultan, le grand vizir, qui vont donc nous faire des actions, donc soit récolter de l'argent, soit faire la guerre avec son adversaire, pour lui piquer des sous également. On va pouvoir également mettre des sous de côté, ou alors on va pouvoir donc également aller recruter ces fameux érudits c'est le cœur du jeu, qui sont eux effectivement notre source de points, notre scoring. Et oui. Alors voilà comment ça pourrait se présenter si on joue à 3, mais ça c'est encore autre chose. Voilà, donc ça c'est chaque joueur va avoir ça devant lui ou en équipe. Et ça, ce sont les cartes érudits. Voilà, donc vous avez tout simplement le prix en haut, donc qui se paye principalement en pièces ou en épée, mais c'est un petit peu plus compliqué à avoir. Et ici, ça va être le scoring à la fin de la partie. Voilà. Oui, alors le scoring c'est les livres. Donc ça c'est bien.
puisque Bravo. nous recrutons des érudits. Donc on n'a pas beaucoup d'infos, en tout cas de visuels sur MyLudo. Oh, c'est déjà pas mal. Donc tout simplement, eh bien, je vais jouer une carte pour faire son action. Je peux également dépenser soit des pièces, soit des sceaux pour faire une action secondaire qui est indiquée sur la carte. Et je disais aussi que je pouvais, en plus de recruter des érudits, améliorer mon plateau, puisque sur chaque plateau, on a en fait ce système-là avec des emplacements pour pouvoir mettre des cubes. C'est-à-dire que là, ma force de ce personnage, elle est de 1 de base, et plus je vais rajouter 2 cubes, plus je vais pouvoir avoir un effet, en tout cas, bonifié. Oui, chaque personnage a une action, en fait. Oui, de base, oui. Qui sont sur les cartes. Alors, bon. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis peut-être un petit peu passé à côté de Bellahad, puisque, à mon avis, je pense que ce jeu prend vraiment tout son sens, sa saveur, et vraiment son sel. Ouais, son truc, c'est jouer son épice à 3 joueurs. Puisque à 3 joueurs, du coup, il y a 3 factions. Et oui, il y aura il y a le royaume, le peuple et l'ordre. En fait, c'est comme le personnage principal là. Oui. Et l'ordre, c'est des assassins. C'est des assassins. Ouais. C'est un peu bizarre de dire que l'ordre, ce sont des assassins. Et en tout cas, donc, le but du 3e joueur, qui est celui qui joue l'ordre, donc les assassins, c'est pas d'aller recruter justement les érudits. Eh bien, ça va être l'inverse. Ça va être de les assassiner. Voilà. Plus il va assassiner d'érudits, plus il va marquer des points. Ouais, et j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Et j'ai vraiment envie de jouer à 3 à Bellahad, parce que je pense que c'est vraiment dans cette configuration qu'il est le mieux, avec 3 joueurs asymétriques. Oui. Voilà. Oui. Puisque à 2 ou à 4, bon, j'ai pas passé un mauvais moment. Mais bon, j'ai eu l'impression qu'il te manquait quelque chose. Il manquait quelque chose, parce que c'est à ton tour, eh bien, tu joues une carte que tu as dans ta main. Ouais, c'est agréable. C'est peut-être un petit peu trop simple quand on voit, en tout cas, l'illustration qui sont magnifiques. Ouais, ça, alors très là, beau. Vraiment, effectivement, on niveau du matériel, l'illustration, de l'édition, tout est parfait. Et du coup, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus pas costaud, mais un petit peu plus conséquent, un peu plus de stratégie, quelque chose d'un peu plus costaud à construire en tout cas. C'est ce qui m'a peut-être un petit peu manqué. Non, le jeu est plus simple, plus facile d'approche en fait que ce que tu pouvais t'attendre. Sur ce qu'on pourrait croire avec en voyant la boîte de jeu. Mais ce qui n'est pas désagréable. Non, c'est pas désagréable, c'est vrai. Mais je pense que on vous en reparlera quand il y aura joué à 3 joueurs, avec 3 joueurs on aura asymétriques. Enfin les assassins. Et là, voilà. Je pense que parce que quand on joue à 2 ou quand on joue à 4, en fait, on s'attaque l'un face à l'autre. Il n'y a pas de troisième larron. Et à 3, du coup, ça peut tourner un petit peu plus. Est-ce que, je suppose, il pourrait pas y avoir des alliances? Peut-être. Ou des alliances, ou tu vois, des trucs un petit peu plus de bluff, un petit peu plus d'interaction méchante, ou quelque chose qui, pourtant je suis pas fan des interactions, mais à voir. Donc pour l'instant c'est en stand-by. On vous en reparlera très probablement très bientôt quand on aura joué à 3 joueurs. Pour l'instant c'est je sais pas. Je sais pas si j'ai pas aimé, si j'ai aimé. J'ai pas passé un mauvais moment. Oui, c'était pas mal. Hein. Mais vraiment, je pense c'est vrai que moi aussi, même, je dis pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Mais si vous êtes à 3, je pense que c'est vraiment là qui prend son sens, en tout cas, pour ce jeu. J'ai très envie de le tester à 3. Oui, vraiment. Ouais. Voilà pour Bellahad. Alors, le prochain jeu. Hop, je vais mettre là. Le prochain jeu, c'est pas encore vraiment. C'est pas un jeu. Et je n'ai pas de fiche MyLudo. Et non. Mais non, parce que c'est un bonbon, c'est un jeu bonbon. Mais non, pas. Mais voilà, super. Et on a fait un puzzle.
Oui, mais pas Mais n'importe pas n'importe quel lequel. puzzle. Alors voilà, nous on est à Voilà. fond avec Wicked. C'est quand même le puzzle Wicked, les gars. Ouais. Donc c'est un puzzle 500 pièces, Je l'ai mis comme ça. je sais pas, de chez Ravensburger. Je ne veux Oui. absolument pas attendre quelqu'un me dire qu'il ne connaît pas Wicked. Sinon, sortez C'est de pas possible. Non, mais c'est Wicked, c'est le film qui fait l'actualité en ce moment, puisqu'il y a le deuxième volet du film qui est sorti il y a quelques jours. Mais quand même, Wicked, c'est déjà un Alors- très bon roman. Et puis, surtout, Une comédie musicale. voilà. À la base, c'est quand même le livre de Jerry Maguire qui a fait, si vous voulez, un préquel à Dorothy, Le Magicien d'Oz. Voilà, donc c'est vrai qu'en France, en tout cas en Europe, c'est pas un conte ou une histoire qui est réputée. C'est pas Oui, c'est moins connu qu'aux États-Unis. Le Magicien d'Oz en Europe et en France, c'est pas très connu. Tout le monde, on va dire, tout le monde connaît, mais sans vraiment savoir. Déjà entendu, Le Magicien d'Oz, oui, ok. Aux États-Unis, c'est un véritable. C'est une institution. Ouais, c'est vraiment quelque chose. C'est, je sais pas, pour comparer avec nous, c'est Blanche-Neige, Oui, tu vois, oui, presque. voilà. Oui, Ça c'est pourrait se les comparer. contes de Perrault. Voilà. C'est du côté des États-Unis. Donc Wicked, c'est le roman de Jerry Maguire qui fait, eh bien, le préquel au Magicien Une d'Oz, préquelle un peu adulte, quand même. dans lequel, ah oui, dans le bouquin carrément. Ouais. Oui, C'est oui. pas une lecture pour enfants. Hein. Non. Non. C'est un des rares livres que j'ai lus. Hein. Et c'est pas du tout un livre pour enfants. Il y a des scènes très crues, il y a des scènes assez violentes, il y a des scènes très... Voilà. Et donc ça raconte l'histoire de Elphaba, la méchante sorcière de l'Ouest, qui, ben, en fait, dans l'histoire de Jerry Maguire, n'est pas méchante du tout. Il se fait que, eh bien, elle s'est révoltée contre le Magicien d'Oz, qui, vous le savez probablement, en fait, n'est pas du tout un vrai magicien. Oui, mais là, tout le monde le sait. Oui, bon, ben ça, de toute façon, Oui. on le sait. Donc, il raconte en fait l'histoire de Elphaba à ses débuts en fait, hein, depuis toute petite et jusqu'à l'arrivée à l'université de Shees et sa découverte de Emerald City où elle fait la rencontre de du magicien d'Oz, voilà, Oz. Et elle découvre que le magicien d'Oz n'a pas de pouvoir et elle est dégoûtée parce que toute sa vie elle croyait en ça et elle pensait pouvoir en le rencontrant eh bien sortir en fait de Emerald City ou en tout cas le pays d'Oz d'une situation un petit peu délicate avec les animaux. Je suis en train de vous refaire toute l'histoire. Oui. Hein. Non mais parce que moi j'adore ça m'a vraiment, cette histoire m'a passionné. Bon bref, voilà. Donc il y a le bouquin, il y a également une comédie musicale qui a fait un carton à Broadway et partout dans le monde, avec des chanteuses renommées mondiales, pour ne pas les citer, Christine Chenoweth et Idina Menzel. Idina Menzel que vous connaissez tous, même si ça vous dit rien. Vous connaissez tous parce que elle a chanté la version originale de Ah oui, La Reine des Neiges. La Reine des Neiges, Oui. Libérée, délivrée, eh ben, Let It Go, c'est Idina Menzel qui l'a chanté en VO. Voilà, vous la connaissez peut-être pas en français, mais c'est une star internationale avec Christine Chenoweth qui ont des voix extraordinaires. La comédie musicale, on est allé à Londres pour aller la voir, c'était magnifique. Et donc ils ont sorti les films avec la partie 1 qui date maintenant d'il y a un an, un peu plus, ouais. Et là, la partie 2 du film, là, l'épilogue en fait du film est sorti récemment. Donc on a dit, eh bien on va faire du notre puzzle Wicked. Tout ça pour parler d'un puzzle. Oui, tout voilà. ça pour ça. Non, mais parce que je suis vraiment très très fan de la comédie musicale et des musiques et des chansons. Voilà. Oui, donc en fait le puzzle, ce puzzle rond. Il est rond. Oui, il est rond et en fait c'est l'occasion pendant 3 heures de chanter Wicked. Ouais, tout simplement. Carrément. Ouais. C'est fait pour ça en fait. Et alors voilà, on voulait quand même vous parler de ce puzzle-là Wicked, mais d'un ensemble des puzzles, parce que il y a pas si longtemps, on a fait également le puzzle micro-macro football,
qui propose en plus une enquête. Et en fait, on s'est rendu compte que on aimait bien ça. On aime beaucoup ça, puisque on a ouvert la boîte, on a ouvert le sachet, on a commencé à trier, on a commencé à faire les bords, à commencer à trier les couleurs, le rose, le vert, le noir, etc., etc. Bon, moi j'ai pris Alphaba. Et on n'a pas pu s'arrêter. Non. Et on l'a fait d'une traite. Ah oui, jusqu'à pas d'heure. Et donc ça, on se rend compte qu'en fait, c'est à chaque fois qu'on fait un puzzle, que ce soit celui-là, que ce soit des Ravensburger, que ce soit les micro-macros, on est à fond et c'est pas possible de s'arrêter. Non. C'est vraiment très très bon. Du coup voilà, on avait envie de vous parler un petit peu de puzzle pour si jamais, si vous avez l'occasion d'avoir une promo ou de vous dire tiens, ce puzzle il est joli, il me plaît, et bien franchement tentez-le, allez-y, parce que ça peut vous faire une petite révélation de quelque chose qui est toujours un petit peu en rapport avec le monde ludique, parce que ça reste ludique quand même de faire un puzzle, mais vraiment c'est ultra addictif. Donc, j'ai bien envie maintenant de découvrir un petit peu d'autres puzzles. Je sais que Yellow fait des puzzles aussi. Oui, et puis parfois il y a des puzzles un peu enquête. Des petites puzzles enquête. Donc, j'ai bien envie de voir pour un prochain puzzle chez Yellow. Ça serait rigolo, je pense que voilà, j'ai vraiment envie d'en faire plus. Toi, tu t'éclates tout seul. Là. Oh ben carrément avec ma boîte, voilà, je m'amuse. Voilà, donc on voulait vous parler des puzzles Wicked, donc chez Ravensburger. Pas de fiche Maludo, il y a pas d'auteur, il y a pas réellement d'illustrateur puisque c'est des photos, enfin c'est une illustration tirée du film avec les deux personnages principaux qui sont Ariana Grande et Cynthia Everio. Elphaba et Glinda. Voilà. Et il est pas si facile que ça, parce que les nuances de rose, là, merci. Ouais, et les noirs pour retrouver aussi. les bonnes pièces. Hein, donc, ça a été assez compliqué de faire les robes, en fait, la robe rose et la tunique noire. Waouh, ça a pas été évident. Merci. Mais on n'a pas lâché et on a terminé. Et on en a un autre qui va également... Ah oui, c'est vrai, ça va suivre un autre... Ah oui. Puzzle Wicked. Oui. Ouais. Revenons au jeu de société revenons aux choses sérieuses. Avec le prochain jeu. Et quel jeu Rebirth. Incroyable. Ah oui. On peut le dire. Ah oui, mais de direct là, on divulgage. Ouais, parce que alors là, ça a été une surprise assez détonnante parce que Rebirth, quand on voit le jeu, quand on le voit installé, quand on le voit jouer dans les salons, dans les festivals, c'est quand même intriguant. Tu te dis putain, ça a l'air quand même assez compliqué. Enfin, c'est un assez grand plateau. Il y en a un petit peu, de partout. Tu te dis qu'est-ce qu'ils ont fait ça va être un peu compliqué ce jeu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y en a de partout. Mais alors en fait, pas du tout. C'est d'une simplicité absolue. À votre tour de jeu, vous avez une action. Oui. Une seule. Et vous avez presque limite pas le choix. Vous avez plein de petits jetons comme ça, qui sont face cachée. Vous allez en tirer un au hasard. Et débrouille-toi. Et vous allez découvrir ce que c'est. Au dos de ces tuiles, en fait, vous avez des icônes, soit de blé, les fermes agricoles, soit une ferme énergétique, soit vous avez des habitations, et c'est tout. Et à ce moment-là, vous allez devoir placer votre ferme agricole ou votre ferme énergétique ou votre habitation, à un emplacement spécifique du plateau qui est indiqué, comme on le voit, sur le plateau directement. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et tu scores direct. Pour les fermes, on va scorer direct. Pour les habitations, on va scorer une fois que la zone d'habitation est clôturée. Mais également, ce qu'il faut savoir, c'est là où intervient un petit peu la réflexion et la stratégie. Ça va être à chaque fois que je vais placer un jeton, s'il y a un château et ou une cathédrale à côté, je vais pouvoir placer mon château ou je vais pouvoir placer
une partie de ma cathédrale. Les châteaux, ça va faire tout simplement des scorings à la fin de la partie, 5 points par château qui seront encore à la fin de la partie, parce qu'ils peuvent disparaître. Et les cathédrales, donc à chaque fois que je vais positionner un étage par-dessus les autres, en fait, je vais pouvoir récupérer une carte. Et cette carte-là, ça va être un objectif, et donc des scorings à la fin de la partie. Et qui vont te scripter toute ta partie. Et effectivement, c'est ce qui va te dire, un exemple d'un objectif, avoir le plus de jetons à sa couleur autour de tel ou tel château ou de telle ou telle cathédrale. Mais là, on voit la cathédrale d'Aberdeen, par exemple. Il faudrait avoir peut-être, par exemple, le plus de jetons autour de ce château ou de cette cathédrale ou un autre. Et ça se dévoile à la fin de la partie. Trop fort. Et c'est d'une simplicité déconcertante, en fait. C'est vraiment ultra simple, c'est ultra accessible, je pense. Après, ça va être la stratégie. Encore une fois, je dis que c'est accessible parce que tout le monde peut jouer. Ça va être dans la mise en place de la stratégie et suivant ce qu'on va positionner nos jetons. Mais je pense que à niveau égal, avec des joueurs à niveau égal, on ne peut que s'éclater. C'est-à-dire que même des joueurs qui ne sont pas habitués à jouer, ils peuvent y aller. Sans aucun problème. Vraiment. C'est un jeu familial. Là, je vois qu'il y a marqué 10+. C'est bien ce qui est indiqué sur la boîte. 8+, vous pouvez y aller sans aucun problème. Pour moi, c'est sûr. Ça passe. Donc voilà, ça a été une grosse surprise, on s'est éclaté. On y a joué à 4 joueurs, donc il y a une petite également interaction, puisqu'il y a une course à l'emplacement, en fait. Les emplacements, ils sont pas limités. Mais tellement. Et à la majorité, puisque le joueur-joueuse qui aura le plus d'emplacements, de jetons, en tout cas à sa couleur autour d'un château, c'est lui qui contrôlera le château. Donc il aura le château à sa couleur. Donc s'il y avait quelqu'un qui était déjà avant, il va virer le château pour mettre le sien, s'il est majoritaire. Les cathédrales, c'est vraiment que les scorings sur les cartes objectifs qu'on récupère. Et c'est vraiment... c'est génial. Donc on y a joué à 4, donc il y a cette petite interaction de vite, je vais essayer de me mettre là, mais suivant le jeton que je prends, je pourrais pas peut-être me mettre à ce tour-là. Il y a ce hasard du tirage de jetons. Ouais. Mais en fait, qui est... il y a tellement de possibilités à ton tour que malgré cette chose qui peut être un peu parfois un petit peu rageante, le hasard de la pioche, mais tu arrives toujours en fait à t'en tirer. Oui, parce que si tu tires un jeton, c'est pas celui-ci. Les tours vont tellement vite, c'est que tu vas en reprendre un autre et tu vas te dire mais tu vas pouvoir toujours en faire quelque chose. Celui-ci, je vais essayer de le mettre là ou tu vois. C'est très nerveux en fait. Voilà, il y a pas réellement. Et on y a joué à 2 également. À 2, c'est hyper nerveux. À 2, on a torché la partie en 20 minutes maximum. C'est hyper nerveux. Ouais. Ça me faisait penser à un jeu d'échecs, tu sais, rapide. C'est vrai. Tac, je pose. Ouais, c'est génial. Alors ça, c'est Rebirth. C'est vraiment une chouette recommandation. On voit pas le temps passer. Qu'on peut vous faire si vous avez envie d'un jeu. Très joli déjà, on est dans l'Irlande et l'Écosse, un petit peu l'Écosse, pardon. Il y a deux plateaux recto verso, un petit peu steampunk. C'est post-apocalyptique. Oui, alors ok, donc on peut garder steampunk. C'est post-apo et alors, en fait on est dans des sociétés qui vont reconstruire la civilisation à partir d'énergie propre. Oui. Voilà. Bon, alors le thème. Mais après, on l'oublie vite. Mais c'est très joli. Le matériel, le plateau en lui-même est très joli, c'est très clair, c'est très lisible, très visuel. Oui. Et puis au fur et à mesure de la partie où on va mettre nos petits jetons et nos châteaux, ça va devenir ça va être chouette. Et en fait, mais c'est ça que quand on le voit sur table comme ça, sans vraiment savoir ce que c'est, tu te dis waouh, il y en a partout, je veux pas jouer à ça, ça va être un truc, ça va être une usine à gaz. Pas du tout. Si vous hésitez parce que ce jeu vous fait peur, mais je vous le dis direct, vous pouvez y aller, c'est pas du tout compliqué. Et en même temps, ça reste suffisamment stratégique pour vraiment proposer quelque chose de très amusant, très tendu et vraiment super fun à jouer. Oui, c'est fun.
Vraiment, ouais. De 4 joueurs à partir de 10 ans, moi je pourrais même vous dire à partir de 8 ans, il n'y a aucun problème. Des parties d'environ 60 minutes, quand tu joues à 4, quand tu joues à 2, nous, en 20 minutes, on a torché la partie. C'est un jeu donc édité chez les Lucky Duck Games. Mighty Boards, c'est l'éditeur original. Et alors, l'auteur, c'est le docteur Rainer Knizia qui nous propose bien cette pépite. Est-ce que c'est pas une nouvelle édition d'un jeu qui existait déjà? Ah, je pense pas, non. Non, Non. c'est une œuvre originale. Ah, il me semble. Ok. Bon, ben voilà, Rainer Knizia qui a été accompagné par Mighty Boards et donc pour nous en français Lucky Duck dans cette édition vraiment superbe, alors que Rainer Knizia on a plus l'habitude de voir dans des petits jeux. Ah, c'est pas que des petits jeux, mais c'est ouais, vrai que dernièrement c'était voilà. des petits jeux. Alors, avec 2 illustratrices dont je ne lis pas le nom, Non. Et un traducteur, et donc c'est Neoludis qui nous propose la version, enfin qui distribue la version en français. On peut peut-être juste regarder Rainer Knizia, voir. Oh, mais il y en a tellement. Bah, il y en a alors, pour toute la nuit. Il y en a effectivement une pléthore. Hein, oui, et puis il y a Tigre Euphrate, Rat, qui sont quand même des gros jeux. Puis après, il y a des plus petits jeux comme Camarade. Il y a eu dernièrement... remonte un peu parce que j'ai vu passer... Kariba. Oui, Kariba. Et Kariba, puis, Cosmo Lancer, on avait trouvé ça pas mal, Cosmo Lancer. Oui, ouais. Et le Hobbit qui arrive. Qui est juste derrière toi. Ouais. Ouais, ce jeu de Roll and Write, Ape Town aussi, voilà, qu'on y a joué, la course à l'Eldorado qui est vraiment, super. qui est pas mal aussi, ouais, hein, ouais. Choose the Desert, Ra, donc voilà. Ça c'est des plus gros jeux. Alors, etc. Puis après il y en a pour toute la nuit. Il y en a vraiment, il y en a Hit qu'on adore. C'est vrai, on adore Hit. J'aime beaucoup aussi chez Pixie, hein, dans cette gamme-là, My Island, Marabunta, Mlem. Etc. Enfin c'est, non mais attends, j'ai envie presque envie de défiler encore. Plein Mille Fiori, Ice Core aussi qui est pas mal, ouais. Potage sauvage, c'est génial ça, c'est le petit jeu ça. Voilà, donc Rainer Knizia qui est quand même un auteur relativement très prolifique, ça aucun problème. Hop là. Voilà, donc c'était Rebirth qui est une chouette recommandation en tout cas pour un jeu familial, accessible, qui peut être joué avec tout le monde et qu'il ne faut pas avoir peur, en tout cas d'un jeu qui a l'air d'un jeu costaud et en fait non, il est super fun et accessible et il est vraiment très très bon. Hello Super Kamsoul, en profite. Et salut Super Kamsoul, bienvenue, bonsoir. Et également VR Kickers, bonsoir, merci de parler pour la première fois. Alors, question à bol pour point, vous conseillez Pagan, le destin de Roanoke? Alors, conseiller, non, ça ne nous avait pas plu à l'époque. On y a joué, on a fait une partie, ça nous avait pas spécialement enchanté. Non, ça nous a pas... non. Est-ce qu'on est le public? Potentiellement pas, puisque pourtant on aime bien les jeux asymétriques en affrontement. Ça nous gêne pas. Il y a des fois des interactions qui sont qu'on n'aime pas. Parce que ça, par exemple, si je suis en train de construire quelque chose et que mon adversaire vient me casser ce que je suis en train de construire, là, ça me pose problème. Mais dans des interactions où c'est l'un contre l'autre, où on doit réduire les points de 0, de vie à 0, ou dans le cas de Pagan, eh bien, soit le chasseur doit démasquer la sorcière, soit la sorcière doit faire ses rituels. Là, l'interaction ne me gêne pas spécialement. Mais à l'époque, on était un petit peu passé à côté. Ça nous avait pas spécialement branché. On est passé à côté. Ouais. Et on n'a pas eu envie d'y revenir. Non. Voilà. Après, l'univers graphique est très beau, l'histoire est sympa, mais non, ça nous avait pas marqué. Mais le jeu a super bien marché. Mais après, franchement, tout le monde adore. Il y a beaucoup de monde qui adore Pagan. Nous, on est passé à côté. On est passé à côté. Il y avait des choses trop un peu alambiquées pour nous, je pense. Il y avait des choses qui n'étaient pas assez claires. J'ai trouvé des fois des pouvoirs. Ça nous a pris. Non, ça nous a pas convaincu, mais ce jeu a quand même plutôt bonne presse, hein, donc il est complètement subjectif. Oui, bien sûr. Après, tu nous demandes notre avis, nous on te dit, voilà,
Pagan, ça nous a pas Alors, enchanté. tout autour de nous, tout le monde adore. Oui, beaucoup de monde adore Pagan, il n'y a aucun problème. Ouais. Mais pas pour nous. Ouais, pas chez nous. Voilà, donc là on a terminé avec Rebirth. Avec Rebirth, on a terminé également le débrief ludique. Nous venons de parler de Rebirth, qui est la grosse recommandation en tout cas de la semaine. Superbe jeu, relativement simple, immédiat et très fun à jouer. Tout le monde en parle avec, je pense de façon un peu dithyrambique, mais vraiment c'est mérité. Oui, ouais. C'est mérité, c'est super. Mais oui, des fois il faut un petit peu également écouter les personnes qui font des critiques de jeux de société. Non, mais pas croire que c'est pas parce que il y a une espèce de hype. Oui, des fois le hype et la contre-hype. Il y a Rebirth, il y a vraiment un truc. On a également parlé de Bellahad qui nous a un petit peu moins convaincus parce qu'on y a joué à 4 et on y a joué à 2. Et je pense que ce jeu prend tout son sens quand on y joue à 3 pour que vraiment les 3 joueurs-joueuses aient ce côté complètement asymétrique avec chacun ses propres objectifs pour remporter la partie. On a parlé également de Prado, si vous voulez aller visiter le musée de Prado mais en restant chez vous, eh bien vous avez ce petit jeu qui est très familial, accessible, un petit peu contemplatif puisque vous allez pouvoir, vous allez tenter de prendre des photos des œuvres emblématiques du musée avec des cartes Prado, transparentes. Avec les cartes transparentes action, voilà, qui sont la mécanique et le matériel est assez original. Nous avons également parlé de Alice de l'autre côté du miroir, ce Flip and Ride qui est plutôt pas spécialement original, même si effectivement le scoring avec la feuille compli, c'est rigolo. Mais voilà, Flip and Ride, c'est le Flip and Ride du moment qui fonctionne très bien, qui est super efficace. Si vous aimez les jeux à cocher, vous pouvez y aller, ça marche super bien. Et si vous aimez plutôt les jeux de pose de tuiles, Viva Katrina, eh bien pareil, allez-y, c'est ça marche très bien. Très simple, très accessible, très familial. En même temps, c'est fun, il y a de la stratégie, de la positionnement de tuiles pour faire son chemin, pour essayer de rencontrer le plus de personnages possible ou le plus de ballons possible, etc. Avec chaque truc, avec un petit scoring particulier. C'est une chouette recommandation également pour Viva Katrina. Voilà, on a terminé avec le débrief ludique. Si vous voulez, on peut rester en live un petit peu. En tout cas, je vais arrêter l'enregistrement pour YouTube. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch pour qu'on puisse, attends, regarde, je vais me mettre comme ça, pour qu'on puisse discuter comme les gens qui font là sur le côté, comme ça on peut échanger, et on se retrouve sinon tous les jours de la semaine pour les stories sur Instagram, pour le partage ludique, et également pour les reviews de jeux de société. Je suis Florent le Meeple Vert, Anthony des jeux des livres sur Insta, et on se retrouve sinon sur YouTube ou sur Twitch lundi prochain 20h pour le débrief ludique. À bientôt, ciao, salut. Ciao.